ne te courbe que pour aimer. Si tu meurs, tu aimes encore. Si tu meurs, tu aimes encore. Fureur et mystère. Une vie, une œuvre, René Char. L'écriture, c'est de la respiration de noyer. L'écriture, c'est de la respiration de noyer. Une émission proposée par René Elkaïm Bollinger, réalisée par Pascal Raillet, avec Claude et René Lapère, Laurent Greisamer, Paul Venn, Luc Vezin, Jean-Claude Roure, Jérôme Dastier, et avec la voix d'Albert Camus et de René Char. La poésie est de toutes les eaux claires, celle qui s'attarde le moins au reflet de ses ponts. Char était en lève tôt, moi aussi, et j'arrivais quelquefois à 7 heures chez lui, et là on décidait, on peut aller un peu loin aujourd'hui parce qu'on a du temps, et naturellement c'était les sommets, quoi, hein. Là-haut, l'hiver, quand il fait très froid, le soleil est très bleu, on voit Le ciel est très bleu. Ah oui, ça y est. Bon. Le ciel est très bleu, très pur, le Ventoux est très clair, on voit même tous les vallons, toutes les vallées, et Char me disait, montrait avec son pouce là, le sillonnement des vallons, et il me disait le grand sculpteur est passé par là. Et en plus, alors, revers de la médaille, car avec Char il y a toujours les contraires, en se tournant de l'autre côté la vallée du Rhône, et la brouillasse qu'il y a, enfin la merde qu'il y a dans la vallée, quoi, parce que c'était, quand on est là-haut en hiver, on s'aperçoit que notre paysage est lui aussi complètement pollué par les fumées, bon voilà. Alors il y avait toujours cette beauté d'en haut et cette tristesse d'en bas, toujours ces contraires qui sont chez Char, et qui sont presque, j'allais dire, génétiques chez lui, qui arrivent spontanément, mais qui sont créateurs. René Char, 1907-1988. Dans l'ensemble, cet homme est fait de dynamite dont les explosions sont allées de douceur calme, écrivait Nicolas de Staël à Jacques Dubourg en 1951. Dynamite et douceur, fragilité et robustesse, fureur et mystère. On imagine le choc des contraires, d'où jaillira la foudre au visage d'écolier. On peut vivre les poèmes de René Char comme des déflagrations avec les petits tremblements qu'elles provoquent. Alors, on mesure l'espace infini entre un texte comme affre, détonation, silence, de l'homme en résistance, et l'auréole légère d'un poème comme Congé au vent, ou dans les champs de Mimosa, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant. On marchera aussi sur ces chemins aux herbes engourdies, face au mont Ventoux, ou bien près de la Sorgue, ou vers le village perché. Avec Claude Lapère, qui fut le compagnon attentif de ses trajets dans les garrigues, à Pernes-les-Fontaines, et depuis l'île sur la Sorgue, on captera l'air très matinal d'une Provence âpre et hivernale. Et au cœur de l'été, on imaginera la pierre balayée par le Mistral, ou bien la nappe d'un étang glacé. Char était un lève-tôt, dit Claude Lapère. Comme on venait de Lille à l'époque, on prenait cette route-là qui va de Lille à Saint-Didier, à la Roque-sur-Perne, vous voyez, cette petite route-là, où il y avait l'autre fois la Balandrane et les hauts de la Balandrane. Alors vous alliez aussi du côté de Saint-Didier, oui, Saint-Didier, Venasque. Voilà, Venasque et le plateau de Venasque, jusqu'au rocher qui domine Vaucluse, avec le Mourre de la Belle Étoile. Les Grandes Plaines, ça s'appelle, alors que ce sont des plateaux, on appelle ça les Grandes Plaines. Voilà. Il y avait aussi, alors donc Venasque, le Bossé. Le Bossé aussi, qu'il aimait beaucoup, un oratoire qui s'appelle Saint-Jean, où un saint de la région a vécu
et c'est le sein qui fait pleuvoir. Le ciel n'est plus aussi jaune, le soleil aussi bleu. L'étoile furtive de la pluie s'annonce. Frère, silex fidèle, ton joug s'est fendu, l'entente a jailli de tes épaules. La première fois que j'ai lu Fureur et mystère, j'ai eu vraiment un choc. Un peu comme si j'avais pris une rafale de Mistral au sommet du Ventoux. Et ceux qui connaissent le Ventoux savent ce que ça veut dire. J'en ai pris plein la gueule. Voilà. Contrairement à beaucoup, et contrairement à ma profession un peu scientifique, je ne suis certainement pas très cartésien. Et moi, j'ai reçu les poèmes en sentimental, pour ainsi dire. Et quand il a fait les chants de la Balandrane, il m'avait demandé de faire les illustrations. Voilà, un type qui a fréquenté Braque, Picasso, etc., et qui demande à la paire d'illustrer les chants de la Balandrane. Bon, je l'ai fait, mais j'en ai rien dit. Le bruit de l'allumette. J'ai été élevé parmi les feux de bois, au bord de braises qui ne finissaient pas cendre. Dans mon dos, l'horizon tournant d'une vitre safranée réconciliait le plumet brun des roseaux avec le marais placide. L'hiver favorisait mon sort. Les bûches tombaient sur cet ordre fragile maintenu en suspens par l'alliance de l'absurde et de l'amour. L'éclair au front, c'est le titre d'une biographie de René Char que Laurent Greisamer a publiée en 2004. Auparavant, il s'était intéressé à la vie de Nicolas de Staël, très proche de René Char, le prince foudroyé. Laurent Greisamer. L'éclair, c'est René Char, c'est une vie de violence contrôlée, mais de violence considérable. Chez René Char, spontanément, quand on fait un travail d'enquête, de biographe, comme celui que j'ai entrepris, essayer de raconter sa vie, donc on va voir des témoins, et tous ces témoins, spontanément, à un moment ou à un autre dans leur récit, parlent d'éclair. Et quand vous lisez ces correspondances, quand vous lisez ces textes, ces poèmes, bien sûr, eh bien c'est le même leitmotiv, l'éclair. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce thème de l'éclair comme central chez René Char, d'autant plus que j'ai été servi par deux éléments, si vous voulez. Le premier, c'est un superbe hommage que le poète Saint-Jean-Perse a rendu à René Char. Et dans ce très beau texte, qu'est-ce qu'il dit ? Char, vous avez forcé l'éclair au nid, et sur l'éclair, vous bâtissez. Donc ça, si vous voulez, c'était le premier élément tangible. Et puis il y en a un deuxième, c'est que René Char est un homme de la nuit, contrairement à ce qu'on s'imagine. C'est quelqu'un qui aime l'ombre, c'est quelqu'un qui fuit le soleil. Et l'éclair a été une rencontre marquante pour lui, tout à fait, j'allais dire, à l'origine de sa vie littéraire, quand il avait 12 ou 11 ans. Il le raconte très bien à un moment dans un entretien. Il rencontre l'éclair, ce qu'il appelle le grandissime éclair. Et en réalité, ce grandissime éclair, c'est quoi ? C'est la poésie. J'avais 11 ou 12 ans quand ce que j'appelais le grandissime éclair est tombé sur moi pour la première fois. Plus rien n'a compté. Le jour n'éclaire pas. Seule existe la nuit et la clarté. Mais cette clarté vient de la nuit. C'est le grandissime éclair. Il ne scintille que de temps à autre, un certain nombre de fois en une vie, mais à chaque éclair on distingue un peu plus de choses qu'à l'éclair précédent. On mourra sans avoir tout vu, bien entendu, mais en tout cas, on a vu un peu plus que ceux qui ne voient que dans le jour. Bien que l'éclair fasse ensuite plus obscur, l'obscurité qui le suit. Mais l'éclair, c'est la déflagration aussi, c'est quelque chose de violent. C'est une alchimie. La vie de René Char, si vous voulez, c'est une vie qui arrive à combiner, à associer, j'allais dire, une forme de passivité, de réception de cet éclair, donc d'attente et puis d'écriture, donc une vie de solitaire, de reclus,
Et en même temps, c'est une vie d'action, c'est une vie intrépide. Et dans ces deux éléments constituent étroitement sa personnalité. Donc la violence, elle est au cœur de sa vie. Il a été l'homme d'action, le maquisard, l'homme qui avance l'arme au poing. Il a été une sorte de gladiateur au service des grands du surréalisme quand il était tout jeune. Donc à différentes périodes de sa vie, il a été l'homme qui a payé de sa personne. Donc là, il a exprimé une vraie violence physique, banale. Mais il y avait aussi au cœur de sa poésie la recherche d'une très grande efficacité, de la plus forte émotion. Et là, il était l'homme d'un brasier, l'homme, d'une certaine manière, l'alchimiste qui essayait de tirer le meilleur des mots, les mots étant ses outils. Le tord. Dans le sentier aux herbes engourdies, où nous nous étonnions, enfants, que la nuit se risquât à passer, les guêpes n'allaient plus aux ronces et les oiseaux aux branches. L'air ouvrait aux hôtes de la matinée sa turbulente immensité. Ce n'était que filaments d'ailes, tentation de crier, voltige entre lumière et transparence. Le tord s'exaltait sur la lyre de ses pierres. Le mont Ventoux, miroir des aigles, était en vue. Dans le sentier aux herbes engourdies, la chimère d'un âge perdu souriait à nos jeunes larmes. Laurent Greisamer, René Char est né à L'Isle-sur-Sorgue d'un père dont on disait qu'il était attentif aux sèves. Bon, René Char, c'est le fils d'un notable, c'est le fils du maire de L'Isle-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, donc c'est un très gros bourg à l'époque, avec des milliers de familles qui vivent de la pêche dans la Sorgue. C'est beaucoup de personnes dans la petite industrie, dans l'artisanat, dans le commerce. Et donc il est le fils du maire, il vit dans la propriété familiale qui est à l'époque en lisière de l'Isle-sur-la-Sorgue, les Névons. Et cet enfant donc de la bourgeoisie, en réalité, très vite, non pas la vie d'un jeune bourgeois, même s'il en a la sécurité et l'assurance, il vit la vie d'un jeune sauvageon, d'autant qu'il est violent, actif, suractif. Et c'est surtout un enfant qui baigne dès le départ complètement dans la nature de ce pays, et dans la nature, vraiment la nature au sens le plus classique du terme. Il a écrit d'une phrase superbe, « L'aubépine en fleurs fut mon premier alphabet », et véritablement c'est sa première école. Alors d'autant plus qu'ensuite il va rencontrer un certain nombre de personnes dans le cadre familial et au-delà du cadre familial quand il sera dans la préadolescence, qui vont l'initier, lui apprendre les oiseaux, lui apprendre à regarder les fleurs, les plantes, et jusqu'à la fin de sa vie, il épatera toujours ses compagnons ou les amis de rencontre, parce qu'il saura toujours identifier telle plante, tel passage d'animal sauvage, tel... Ça, c'est une connaissance formidablement intime de la nature. Tu ouvres les yeux sur la carrière d'ocre inexploitable. Tu bois dans un épieu l'eau souterraine. Tu es pour la feuille hypnotisée dans l'espace, à l'approche de l'invisible serpent. Ô ma diaphane digitale. Le marteau sans maître. Son goût du minerai, son goût du minéral, presque cette obsession, alors parfois phobique comme pour la craie, parfois cette obsession amoureuse pour le gypse ou pour d'autres minéraux. Alors ça, c'est véritablement, il le tient de son père. Son père, de son métier, travaille dans les grandes carrières. Il fait fortune dans les carrières de gypse. Tout autour de l'Isle-sur-la-Sorgue, il achète et fait fructifier des carrières de gypse. Et ça, ça va marquer prodigieusement son enfance, parce que René Char, tout jeune, va visiter avec son père les chantiers.
va approcher cette pierre qu'on appelle, si j'ai bonne mémoire, la pierre miraculeuse parfois, et qui est une pierre qu'on jette dans les fourneaux et qui, par un procédé chimique assez simple, finalement se transforme en plâtre. Très rapidement, lorsqu'il aura 15 ou 16 ans, il va s'intéresser à l'alchimie et il va rêver, mais pas seulement rêver comme ça en l'air, il va rêver crayon à la main, il va annoter les grands ouvrages des alchimistes comme Paracelse, il va bénéficier de la grande bibliothèque des Sœurs Roses, dont l'une est sa marraine à l'Île-sur-la-Sorgue, et donc il va se plonger dans l'étude des minerais et dans la quête parfois de l'impossible. J'avais 10 ans. La Sorgue m'enchâssait. Le soleil chantait les heures sur le sage cadran des eaux. L'insouciance et la douleur avaient scellé le coq de fer sur le toit des maisons et se supportaient ensemble. Mais quelle roue dans le cœur de l'enfant aux aguets tournait plus fort, tournait plus vite que celle du moulin dans son incendie blanc. Avec Claude Lapeyre, au bord de la Sorgue. La Sorgue Porchard, c'est plus qu'une rivière. C'est peut-être même un peu une mer nourricière. La jeunesse avec les transparents au bord de la Sorgue, la pêche à la main pour la truite. Quand il saisit la truite, il dit pêche cruelle. Mais la Sorgue, c'est aussi la poésie. C'est-à-dire, dans une poésie qui s'appelle Les premiers instants, il parle de la Sorgue qui jaillit, se chassant du rocher. C'est l'accouchement de la poésie, et ensuite la poésie qui s'en va, parce que Chardy, une fois le poète transcrit ce qu'il découvre, mais après ce n'est plus son bien, elle fait son chemin, c'est là son risque, dit-il. Voilà. Et la rivière, c'est aussi le temps qui passe, qui fuit. Et notamment au partage des eaux, ça se voit très bien, parce que la petite digue qui a été faite par les hommes pour partager la Sorgue en 5/12 d'un côté, 7/12 de l'autre, donne une ligne exactement de partage qui signifie pour Char le passé et l'avenir. Et sur la ligne, c'est l'instant fulgurant pour Char qui est très important, et c'est là où le passé se détruit pour construire l'avenir. Un jour, il a tué un martin pêcheur, et il en a eu du regret toute sa vie, et il a cessé de chasser. Parce que le martin pêcheur, je ne sais pas si vous en avez vu, mais ça a une couleur bleue magnifique, en partie bleue. Voilà. Et pour Char, la rivière, c'est aussi la vie. Ça surgit. En provençal, le surgeng. Voilà, ce qui jaillit. Les fusils chargés nous remplacent, et se tait l'aboiement des chiens. Apparaissez, forme de glace. Nous, transparents, irons plus loin. Qu'est-ce que c'est les transparents? Les transparents, ce sont ces êtres lunisolaires qui autrefois traversaient le pays, parlant avec les gens en vers. Et en échange, on leur offrait, Chardy, si je me rappelle bien, le coucher, et l'oignon. Voilà. Et ces gens parcouraient le pays comme ça, et Charles les a fréquentés au bord des Sorgues. Et il a notamment fréquenté celle qu'il appelait Diane Cancel, et il avoue que peut-être ses premiers émois amoureux ont été avec elle. Voilà. Il se baignait dans la Sorgue souvent, il remontait ses pantalons de coutil, dit-il, pour aller pêcher. Puis la Sorgue, c'est plus que ça, c'est aussi les couleurs,
Vous l'avez vu à Fontaine de Vaucluse, la couleur est verte. Et puis là, vous voyez, vous avez, moi j'ai un peu oublié, mais mon père dit, tiens, on va envoyer la ligne dans l'Ombrie. Voilà, alors il y a les clairs, il y a les petits courants, il y a aussi ce qu'on appelle les tombants, quand l'eau tombe d'un peu plus haut, qu'il y a un décalage. Oui, les transparents, on revient là-dessus parce que c'était aussi tous ces gens qui ont fait son éducation de la nature au fond. Eux et aussi les artisans de son quartier, par exemple l'armurier, il était tout le temps chez l'armurier, il regardait travailler. Il y a eu les lagueurs, c'est-à-dire Louis Curel. La sensibilité de Char, c'est ces gens qui lui ont appris la truite, qui ont appris l'anguille, qui ont appris les épinoches, les éphémères, en fait, tout ce qu'il y a au bord de la Sorgue. C'est pour ça qu'il était très proche de la nature, mais pas avec une approche de scientifique, pas du tout, quoi. Il y a aussi dans la Sorgue le déplacement sur la Sorgue, avec ce fameux bateau à fond plat qu'on appelle un negotsing, et Char excellait pour le mener avec le gaffe en français, en provençal, ils une partègue. Voilà. Alors, le negotsing, ça vient pour noyer les chiens. Enfin, les chiens se noyaient dedans plutôt. Voilà, voilà. Et ça porte le nom de negotsing parce que quand ça prend l'eau, voilà, les chiens s'y noient dedans. Il y avait des iris dans la Sorgue. Alors, l'iris, c'est important. Merci d'être, sans jamais te casser, Iris, ma fleur de gravité. Tu élèves au bord des eaux des affections miraculeuses. Tu ne pèses pas sur les mourants que tu veilles. Tu éteins des plaies sur lesquelles le temps n'a pas d'action. Tu ne conduis pas à une maison consternante. Tu permets que toutes les fenêtres reflétées ne fassent qu'un seul visage de passion. Tu accompagnes le retour du jour sur les vertes avenues libres. Lettera amorosa. Pourquoi ces gens deviennent, dans le regard de René Char, Laurent Greisamer, deviennent autre chose que des gens simples et deviennent précisément ce qu'il appelle des transparents. Je crois qu'on est là au cœur quasiment de la démarche poétique de René Char et de son univers. Et l'un et l'autre sont complètement imbriqués. C'est-à-dire que très jeune, justement, quand son père meurt quand il a à peu près 11 ans, finalement il va y avoir une sorte de substitution à son père qui était une figure centrale et qui lui échappe, qui lui manque terriblement. À cette mort-là, il va se tourner vers ces gens simples. Et ils vont devenir, non pas ses pairs, mais ils vont devenir des repères dans son univers. Et il va les hisser tout à fait volontairement très très haut. C'est-à-dire que ces gens simples, dans son esprit, il va les adouber, il va en faire des suzerains, il va en faire de très hautes figures. Et donc on est là à un moment important. C'est-à-dire que René Char, tout jeune, il est le gamin qui a le nez dans l'herbe, qui observe les oiseaux, qui observe les sangliers, les marcassins, les hérissons. Et puis, progressivement, il lève un peu son regard et il rencontre ces hommes ou ces femmes qu'il qualifie de transparents. Chez ces hommes-là, il reconnaît l'authenticité. Il reconnaît le pays qui est le sien, mais il reconnaît surtout un paysage et un univers poétique. Et les transparents, ce sont des êtres au travers desquels on voit. Les transparents, le jeune René Char ne connaît pas le terme. Pour lui, à l'époque, ce sont des amis, des compagnons, ce sont des confidents aussi. Donc le terme transparent qui vient notamment du vocabulaire du poète, de l'écrivain romantique Novalis, ne viendra que bien plus tard. Et c'est André Breton, quand il y aura la rencontre André Breton-René Char, qui lui glissera le terme. Mais au moment où se constitue cet univers poétique, au moment où René Char commence à se créer son monde, ces gens simples sont des gens simples qui pour lui deviennent tout simplement merveilleux.
pourquoi m'interrogez-vous à présent sur Paul Éluard? Sa vraie mobilité, sa course glorieuse, durant laquelle, rare et merveilleux poète, il va enfin pouvoir distancer par le seul verbe ses bons frères de partout, vient de commencer depuis ce matin 9 heures. Nous ne pouvons plus rien pour lui, et il pourra encore beaucoup pour nous. Mais il ne peut plus rien contre les dieux libres de son berceau revenu, et le visage en flamme de son amour. Durant des dizaines d'années, nous nous sommes rencontrés presque chaque jour, avec le même impatient entrain. Puis nous avons cessé de nous retrouver. Nous nous adressions dérisoirement des livres, comme d'anciens jumeaux fendus, mais qui s'estiment, savent et communiquent doucement. Misère. 1952. En 1929, il monte à Paris, non? Il va rencontrer les surréalistes. Oui, alors c'est pas son premier voyage, hein. Il est agité, il est plein de projets, il est directeur de revue. Il a créé sa propre revue avec André Cayatte, qui à l'époque n'est pas connu comme cinéaste, mais qui est un jeune poète aussi fou que René Char et aussi excité et aussi talentueux. Et du coup, très tôt, il a 18 ans, il est au service militaire, il est en contact étroit par correspondance, par exemple. Évidemment, son nom m'échappe, hein, avec le grand ami d'Apollinaire, avec le grand ami de Picasso, André Salmon, voilà, j'y suis. André Salmon, d'ailleurs, qui écrit sur lui un poème. Et donc, il monte à Paris une première fois pour des repérages. Et puis, il publie à compte d'auteur un court volume de poèmes qu'il appelle Arsenal. Et donc Arsenal, on revient à la violence, à l'envie d'y aller. Et il envoie le premier exemplaire d'Arsenal à Paul Éluard, pour lequel il a une fascination. Et sa dédicace est très sobre, très sèche, à Paul Éluard, enfin. C'est dire une sorte d'appel presque désespéré d'ailleurs à Paul Éluard. Il lui tend le bras, la main, et il espère que Paul Éluard va s'en saisir. Et Paul Éluard s'en saisit immédiatement. Il lui répond un mot très rapidement en lui disant que son recueil Arsenal l'a bouleversé, l'a convaincu et qu'il veut le voir. Et René Char donc monte à Paris. Et puis rencontre Paul Éluard. Alors, en vous disant tout cela, je m'aperçois que je saute une étape qui est importante et que j'ai découverte, en fait. C'est que dans les contacts littéraires qu'entretient à cette époque René Char, bien sûr, il y a André Cayatte, qui est un inconnu à l'époque, il y a André Salmon, qui est une haute figure, mais il y a aussi Louis Aragon. Et Louis Aragon entretient avec René Char une correspondance très énergique, très familière, tout à fait extraordinaire pour l'époque. Et en fait, le lien avec Aragon, on l'oublie toujours. Enfin, on l'oubliait jusqu'à maintenant, en tout cas, mais devance le lien avec Paul Éluard. Et lorsque donc ce fameux voyage que vous évoquez, lorsque René Char arrive à Paris, il rencontre Paul Éluard, il rencontre évidemment Louis Aragon, et la fusion se fait immédiatement, et les deux surréalistes évidemment le présentent à André Breton. J'étais un révolté et je cherchais des frères. René Char constitue son propre problème. Il possède une énorme révolte en lui, dont il ne sait pas trop quoi faire. Une colère aussi. Une colère, une révolte, une indignation, une capacité de haine, notamment par exemple par rapport à sa famille. Par rapport à sa mère, il fait partie de ces hommes qui ne supportent pas leur mère et qui d'une certaine manière
surinvestissent dans la haine qu'ils éprouvent ou qu'ils éprouveraient pour leur mère, parce que en analysant la situation, on s'aperçoit que c'est plus complexe. Mais il est aussi en rupture très forte, très violente avec une partie de sa fratrie, et notamment son frère aîné. Donc il est dans cet état d'exaspération contre l'ordre bourgeois en réalité. Et sa révolte, cette révolte individuelle, va entrer en collision heureuse avec le mouvement surréaliste. Il va rebondir sur le corpus idéologique des surréalistes, le combat anticolonial, le combat contre l'ordre bourgeois. Et pendant 3 ou 4 ans, ça va être une sorte de fête folle, une fête de l'esprit, une fête du corps avec les surréalistes, parce qu'il va devenir d'une certaine manière le bras armé de la colère surréaliste et de cette révolution surréaliste. Vous parlez, à propos des amitiés de René Char, vous parlez d'amitié fusionnelle, de fraternité partagée et de conversation souveraine. Comment se distribuent ces amitiés, d'ailleurs le plus souvent avec des hommes? Oui, René Char, si vous voulez, au contact des surréalistes, va nouer des amitiés, mais cela dit, c'est tout au long de sa vie, il aura des amitiés très fortes, soit avec, disons, des personnes qui ne sont pas devenues célèbres, connues. Il y en a d'innombrables, il faut jamais l'oublier. Et lui, d'ailleurs, prétend que c'était ses meilleurs amis. Quelqu'un qui n'est pas connu, qui était le fils du cantonnier de l'Île-sur-la-Sorgue, Francis Curel. René Char a toujours prétendu que c'était son grand ami et son seul ami. Alors évidemment, on a tendance à ne pas le croire ou à minorer un peu cette affirmation parce que on sait, nous, qu'il a été l'ami de Paul Éluard. Ils ont partagé le même appartement pendant 1 an, ils ont, partagé une femme, ils ont partagé 1000 rêves ensemble et écrit ensemble des poèmes, donc c'était vraiment une amitié fusionnelle. Mais il a été aussi l'ami d'André Breton, même si cette amitié a été plus brève. Et puis ensuite, on les évoquera sans doute, mais il a été le grand ami de Gilbert Lely, de Nicolas de Staël et de tant d'autres, d'Albert Camus bien sûr. Mais il éprouve ce besoin, à tous les moments de sa vie, d'avoir des amitiés très fortes, parce que c'est un homme qui a une sorte de générosité naturelle en lui. Il a besoin de partager, ses enthousiasmes et ses désespoirs. Et puis, c'est une sorte de faux solitaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a par moments besoin d'une immense solitude, mais qui, le plus clair de son temps, a besoin de vivre, de bouger, de parler aux autres. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Georgette Goldstein. Oui, c'est la période surréaliste. À l'époque, il passe beaucoup de son temps sur la Côte d'Azur. Et sur une plage de Juan-les-Pins, il croise une jeune femme brune qui l'éblouit. Et ils commencent à parler, ils font connaissance et ça va être l'un des grands amours de sa vie. Albert Camus, Archives INA 1948. Il fallait ses racines, en tout cas, profondes et fraîches, pour savoir parler de l'amour. On définira un jour les surréalistes comme les derniers écrivains qui ont osé prononcer le mot amour comme il convient. Et Char se résumera dans la fière formule de son poème pulvérisé « Ne te courbe que pour aimer ». Je suis aujourd'hui pareil à un chien enragé, enchaîné à un arbre plein de rire et de feuilles. Fureur et mystère. Quand René Char rencontre le surréalisme, on l'a vu, il est déjà en révolte. Et donc le goût de la révolution des surréalistes se greffe naturellement sur cette révolte. Et c'est un phénomène relativement identique qui se passe avec la guerre de 39-45, qui va être l'un des grands engagements dans la vie de René Char. C'est que René Char ne reçoit pas en pleine figure la déclaration de guerre de septembre 39,
de manière innocente, candide, avec surprise. C'est au contraire, j'allais dire presque un militant politique, en tout cas quelqu'un qui a un esprit politique, quelqu'un qui s'est rendu en Allemagne une fois, quelqu'un qui lit la presse avec passion, qui la dévore. C'est donc quelqu'un de tout à fait informé, éclairé, qui voit ces événements arriver. Et ce qui est fascinant quand cette guerre arrive, puisque lui, bon, il est impliqué dans la drôle de guerre, il est soldat, il est sur le front en Alsace, c'est que toutes les correspondances qu'il écrit, et à l'époque il se trouve que ses amis sont essentiellement des juifs, il leur écrit de manière prémonitoire sur ce qui va se passer pendant toute l'occupation, les années 40. Ça, c'est complètement fascinant, parce que là, on ne triche pas, si vous voulez. On ne peut pas tricher. Les lettres sont là. Donc, une fois que la drôle de guerre est terminée, une fois que l'occupation est réalisée, bref, une fois que la France a les genoux à terre, si vous voulez, lui lève la tête, il lève les yeux, parce qu'il a toute cette culture politique qui lui permet de prendre de la distance avec ce qui arrive et déjà de se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dès le premier jour, il résiste. Dès décembre 1940, il est naturellement... Alors, bon, si vous voulez, d'abord, il résiste, j'allais dire d'une certaine manière, il est contraint, parce qu'il est fiché par le régime de Vichy comme militant communiste, et dangereux. Donc, dès décembre 1940, la police de Vichy débarque chez lui, fait une perquisition, saisit une arme et des documents. Et puis très rapidement, il s'engage et en 40, 41, 42, il constitue des réseaux dans le Luberon, en Provence. À partir de Céreste. À partir d'abord de l'Île-sur-la-Sorgue, ensuite de Céreste, dans les Basses-Alpes de l'époque. Et puis dès 1942, si vous voulez, il est officiellement le responsable pour tout ce qui concerne les parachutages, les atterrissages clandestins. Il est responsable des 7 départements de la zone sud, avec Camille Rayon, qui est son patron, qui un jour arrive de Londres. Les poings serrés, les dents brisées, les larmes aux yeux, la vie m'apostrophant, me bousculant et ricanant, moi, épi avancé des moissons d'août, je distingue dans la corolle du soleil une jument. Je m'abreuve de son urine. Renée Lapère, la femme de Claude Lapère, une approche de René Char en plusieurs étapes. Donc je l'ai rencontré, la personne humaine m'a énormément touchée, parce que c'était à la fois le pays et puis la résistance surtout. Donc la personne humaine m'a énormément touchée. Mais je disais, il est macho. Alors ce qui était normal, parce que vu son éducation, son âge, etc., ça ne pouvait pas être différent. Mais il y avait quelque chose de très... il était très séducteur, donc... comment dire, c'était quand même très important et très intéressant. Par exemple, j'ai le souvenir il essayait toujours d'une certaine manière de charmer, et puis de donner quelque chose. Alors moi, c'est ça qui m'a énormément touchée, c'est que je partais toujours avec quelque chose. Claude aussi, mais moi, je partais avec quelque chose. Alors c'était un morceau de la sauge, c'était une fleur, c'était un poème, voilà. Ça, c'est les premiers moments. Mais il y a eu un moment où vous avez été séduite par sa poésie. Alors, j'ai été séduite le jour où vraiment je l'ai lu. Nous sommes allés à Saint-Paul-de-Vence à la Fondation Mag, et il y avait une exposition sur Lettera Amorosa. Alors, il y avait des manuscrits, et des manuscrits illustrés, et des manuscrits de sa main. Et j'ai lu. Alors que je pense que je n'avais jamais lu ces poèmes. Et j'ai dit tout de suite à Claude, d'abord, il a l'écriture de ma grand-mère, donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai lu. Et ensuite, je lui ai dit, mais c'est beau ce qu'il a écrit. Puis ensuite, il n'est pas si macho que ça, il les aime, voilà, il les aime, les femmes. J'ai été touchée par les poèmes sur la résistance. Et maintenant, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des images, il me suggère des images extraordinaires.
Lesquels? Par exemple, je crois que c'est Florence avec sa gorge de jujube. Je trouve que c'est extraordinaire. Quand il parle de la route de la Vendée de vin, pour moi c'est le pays. Enfin, des images comme ça. Et puis, alors surtout, ce qui me touche, c'est lorsqu'il parle, notamment ceux de la résistance, parce que les poèmes sur la résistance, parce que il parle d'hommes, enfin, d'autres êtres humains qui ne sont pas ordinaires, qu'il a admirés, qu'il a respectés. Enfin, je trouve ça formidable, quoi. Vous m'avez dit que vous-même, vos parents ont été dans la résistance. Il y a eu dans ma famille, oui, mon oncle, mon grand-père qui a été incarcéré en 1941 parce qu'il était communiste. Tout ça, René Char le savait et en parlait quelquefois. Dans un poème sur la résistance, il parle de cet officier venu d'Afrique qui ne comprend pas le parler de ces bougres de soldats, je crois que c'est bougre. Et Char emploie la phrase, de toute façon, il ne comprend pas le parler des images. Étoile du mois de mai, chaque fois que je lève les yeux vers le ciel, la nausée écroule ma mâchoire. Je n'entends plus, montant de la fraîcheur de mes souterrains, le gémir du plaisir, murmure de la femme entr'ouverte. Une cendre de cactus préhistorique fait voler mon désert en éclats. Je ne suis plus capable de mourir. Cyclone, cyclone, cyclone. Paul Venn, historien de l'Antiquité, a vécu plusieurs années de voisinage avec René Char. Il cite dans son livre « René Char en ses poèmes » un passage d'une lettre à Francis Curel en 1943. Les rafles d'Israélites, les séances de scalp dans les commissariats, les raids terroristes des polices hitlériennes sur les villages ahuris me soulèvent de terre, plaquent sur les gerçures de mon visage une gifle de fonte rouge. Paul Venn. Il y avait une espèce de frénésie de violence, surtout quand il était jeune, frénésie de violence qui a commencé à se canaliser politiquement avec la guerre d'Espagne. Mais c'était quelque chose de frénétique. Néanmoins, ça n'explique pas l'extraordinaire passage à l'acte qui a été le passage de la résistance. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas, enfin que je vois, mais qui est difficile de s'expliquer. Songez à ceci. Par tout ce qu'il est, par tout ce qu'il pense, par tout ce qu'il a compris, parce qu'il a vu avec une intelligence supérieure le vrai enjeu de la bataille, cet homme aurait pu faire de la propagande anti-nazie. Il aurait pu entrer dans un réseau de résistance consistant à renseigner les Alliés sur ce qui s'est passé. Mais voilà que cet homme, dès 1941, se met à jeter des bombes. C'est ahurissant, ça ne ressemble à rien, on ne voit pas à quoi ça peut mener, et comment un honnête poète surréaliste, dont le plus grand exploit est un jour d'avoir cassé la figure à un habitant de l'Île-sur-Sorgue qui n'était pas poli, se met à devenir jeteur de bombes. Mais voilà, ça a eu lieu. Oui, quelque part aussi, et ça vous le citez, il dit dans la résistance, j'ai été amené à faire une chose qui n'était pas dans ma nature, j'ai tué. Ah, j'ai vu cet homme à l'âge de 80 ans, un soir complètement accablé. Je lui dis, René, que se passe-t-il? Il me dit, bien, je songe à ce type que j'ai fait fusiller. Le type qu'il avait fait fusiller était un jeune type qui était allé vendre à la Gestapo des camarades de Maquis en disant où ses camarades étaient. Ces 40 jeunes gens ont été fusillés et avec le mépris qu'ont toujours les officiers, même nazis, pour les traîtres, chaque fois qu'on abattait un des 40, l'Allemand donnait un billet aux jeunes traîtres. Il m'a dit, mais Paul Venn, songez à ceci. Quand il y a la guerre, plus rien n'est pareil. S'il n'y avait pas eu la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait, ce type qui a fait fusiller 40 types? Ça aurait été un faucheur de sac à main et rien de plus.
Quand il est entré en résistance, il y a parallèlement, dans les feuillets d'Hypnos, il parle d'entrer dans le cercle de la bougie. Comment vous le ressentez, ça? À la suite de la grande exposition de 1938, je crois, il avait un culte pour Georges de Latour, c'est-à-dire pour ce petit cercle de gens qui ont compris et qui sont supérieurs moralement à la masse de la population et qui se réunissent autour de la faible lumière qui reste encore. Voilà l'Europe entièrement noircie, obscurcie sous les nazis. Des petits groupes autour de la faible lumière vacillante de leurs convictions se réunissent dans un petit cercle étroit. Ce combat clandestin, il va entrer dans le cercle de la bougie. C'est un homme d'action, mais c'est un poète qui transporte des bombes, mais qui écrit toujours. Ça, on ne peut pas s'empêcher. De toute façon, il avait toujours sur lui le petit carnet appelé le pèse-bébé, dans lequel il notait tout ce qui lui traversait l'esprit. Seulement, le grand fait, c'est qu'il a refusé de publier. C'est-à-dire, semblait donner un aval à la fiction que la France continuait, et également à la fiction nazie, que les Français étaient là pour servir de distracteurs, courtisanes, poètes, hommes de théâtre, à la race des seigneurs. René Char, Archivina 1964. Roger Bernard naquit à Pertuis, Vaucluse, le 11 mai 1921. Il apprit le métier d'imprimeur dans l'imprimerie paternelle. Mais la poésie, toute la poésie, le sollicita très jeune. Il rejoint le maquis dans la vallée du Calavon, un torrent aux riverains aguerris et taciturnes. Entre deux sabotages, il me lit ses poèmes et m'entretient de ses projets. C'est durant un aller au PC de Céreste, chargé d'une mission de liaison, qu'il tombe aux mains des Allemands, le 22 juin 1944. Il a juste le temps de rouler et d'avaler le message dont il est porteur. Il est fusillé peu après sur la route, ayant refusé de répondre aux questions qui lui sont posées. Un mûrier et une gare démantelée sont les plus proches témoins de sa mort, avec un paysan qui m'a rapporté qu'il se tenait très droit, très léger et obstinément silencieux. J'ai toujours le cœur content de m'arrêter à Fort-Calquier, de prendre un repas chez les Bardouins, de serrer les mains de Marius l'imprimeur et de Figuière. Ce rocher de braves gens est la citadelle de l'amitié. Tout ce qui entrave la lucidité et ralentit la confiance est banni d'ici. Nous nous sommes épousés une fois pour toutes devant l'essentiel. Comment s'appelait-il en résistance? Alexandre, ce qui veut dire en grec le libérateur des hommes. Je pense qu'il l'a fait exprès. C'était pas qu'il se prenait pour Alexandre le Grand, c'est qu'il considérait que ce qu'il faisait était une libération. Tout ce qu'il a vécu à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on le sent apparaître dans les feuillets d'Hypnos? Ah oui, je crois que les feuillets d'Hypnos donnent avec exactitude ce qu'il est et également ce qu'il a fait, ce qu'il sentait. C'est vraiment un texte lumineux. Et ça montre aussi la façon étrange dont il a vécu ça, parce qu'il passait son temps à se demander comment moi, dans le métier, non pas qui suis poète, mais dont le métier est d'être quelquefois poète, peut en même temps tuer, être homme d'action, comment concilier cela. Et il y avait une espèce de déchirement et de malaise profond dans cette double activité. Il a toujours été loyal envers les siens, très soucieux de faire qu'ils ne soient pas tués, très ménager, c'est peu de dire, du sang de ses hommes,
C'était un homme d'une bonté extraordinaire. Je veux dire, donner était pour lui l'action poétique de base. Dans le Gard, à Alès, Pierre-André Benoît, dit PAB, P-A-B, édite des livres minuscules, œuvres de poètes et d'artistes, des livres dits à la limite. En 1951, débute une correspondance et une collaboration entre PAB et Char. Laurent Greisamer cite un passage d'une lettre écrite en 1956 sur la sainteté de Jeanne d'Arc. La sainteté proprement dite de Jeanne d'Arc, je ne sais pas, n'étant pas théologien ni croyant. Je passe à côté. Mais j'aurais bataillé près d'elle, pour elle, c'est certain. Elle voyait et sentait juste. La foi vaut mieux que la politique. Je songe parfois à son physique, taille en rectangle vertical, comme une planche de noyer. Les bras longs et vigoureux, des mains romanes tardives, pas de fesses. Le visage était le contraire d'ingrat, un ascendant émotionnel extraordinaire, un mystère humanisé, pas de sein, deux bouts durs seulement, le ventre haut et plat, un dos comme un tronc de pommier, lisse et bien dessiné, plus nerveux que musclé, mais dur comme une corne de bélier. Alors évidemment, il est incomplet, hein, je l'ai pas lu en entier, ce texte sur Jeanne d'Arc, mais je le trouve magnifique pour 1000 raisons. Mais alors, l'une est formidable, je trouve. C'est que ce texte, finalement, au départ, c'est une simple lettre. René Char, il faut bien voir que René Char écrit, parle comme il respire. Et je veux dire, le moindre de ces mots, une dédicace dans un livre, une lettre à un ami sur un coin de table, c'est parfois merveilleux, c'est parfois de la pure poésie. Et cette lettre, il l'écrit en réponse à un ami qui est un éditeur dans la Drôme, qui s'appelle Pierre-André Benoît. Ils ont une correspondance très fournie. Et Pierre-André Benoît est un mystique, un croyant, qui est tout le temps en train de tarabuster René Char, de lui poser des questions de cet ordre. Et un jour, René Char lui répond cette lettre. Et Pierre-André Benoît, heureusement, est éditeur, et se dit, mais cette lettre est magnifique, c'est pas une lettre, c'est beaucoup plus qu'une lettre. Et donc ce texte va devenir un texte, une sorte de poème en prose beaucoup plus long et charpenté sur Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Mais parce que la question lui est posée par Pierre-André Benoît. Je ne suis pas du tout sûr que spontanément René Char aurait écrit un texte sur Jeanne d'Arc, mais c'est ça la beauté de ce texte, c'est que finalement il est fortuit et il est superbe. Il est somptueux et en même temps tout à fait de hasard. Allégeance. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas. Vous avez vu La Filante ?
vous avez vu la filante? La fleur a disparu. Claude Lapère. Il y a la graine à la place. Il en parle, le char de la filante. Oui, elle m'a regardé, la filante maîtresse. Elle est d'un bleu fort. Elle est d'un bleu fort. Voilà. Alors, au printemps, il y a bien un mois, le sol est couvert d'affilante dans certains quartiers comme ci. Voilà. Là, moi qui les connais, je les retrouve, mais enfin, là maintenant on ne sait plus ce que c'est. Et c'est toujours l'affilante, traduction du grec, je pense, c'est sans feuilles, qui n'a pas de feuilles. Moi je ne suis pas helléniste. Et en provençal, elle s'appelle la non-feuillade, c'est-à-dire la non-feuille, la non-feuillée. Et elle est d'un bleu magnifique. Et Charles a raison quand il dit « Elle m'a regardé, la filante maîtresse ». Extrême braise du ciel et première ardeur du jour, elle reste sertie dans l'aurore et chante la terre agitée, carillon maître de son haleine et libre de sa route. Fascinante, on la tue en l'émerveillant. La parole en archipel. Hier matin, je t'ai dit que j'ai vu passer un écureuil là sur la... Ben, Charles, c'était ça. Un écureuil, le toucher parce qu'il animait ça. Il mettait du grain sur la table. Une table comme ça. Elle est là d'ailleurs. Il m'en a fait cadeau. Et une table avec des graines de tournesol. Alors là, les bouvreuils, les chardonnerets venaient. Mais c'était les images, en définitive. Plus que la connaissance... mais il avait des connaissances parce qu'il avait une mémoire importante. Il suffisait que quelqu'un lui raconte quelque chose sur la vie du rouge-gorge ou du lézard. Hop, c'était emmagasiné et ça revenait ensuite. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cette poésie là, à l'instant. On avait fait une promenade. Il avait vu les roseaux bouger et ça lui avait rappelé un enfant avec une tache de vin. Et il me dit, ma grand-mère disait c'est la malédiction. Un peu plus loin, on avance dans la promenade, et il y avait un renard pris au collet. Et il a vite défait le collet, mais c'était trop tard. Le lendemain, l'enfant avec sa tache de vin et le renard sont arrivés dans une poésie. Ceux qui regardent souffrir le lion dans sa cage pourrissent dans la mémoire du lion. Claude Lapère, on est en face du Ventoux. Il est magnifique. Hein. Là, il semble, c'est vraiment son nom en Provence, c'est l'Oudjigan, c'est-à-dire le géant. Et là, vraiment, on sent qu'il sort de terre. Hein. Un peu mieux à Blovac où on n'est pas allé, parce que là il y a une montagne en face, enfin une colline en face, mais à Blovac c'est directement la plaine et puis il surgit. C'est vraiment un tas de cailloux là au milieu, rattaché à aucune chaîne de montagne. Voilà, il est là au milieu. Vous êtes venu avec René Char partant de temps très froid avec la neige sur le Ventoux? Non, mais nous sommes allés derrière le Ventoux, dans un petit village qui s'appelle Brandt, dont est originaire mon épouse. Et là-bas, c'est un mur, et la neige reste longtemps après l'hiver sur le versant nord, à Lubac. Et c'est des paysages qu'il adorait. Non, au Ventoux, on n'y est jamais monté. Mais on en a fait le tour, on y est monté jusque dans certaines combes. Mais le Ventoux, il est loin et toujours un peu violent, soit par le soleil, soit par le brouillard. Et il est difficile, soit par la grande pluie qui devient des orages,
soit à cause du Mistral, et le vent du midi est encore pire. Le vent du midi est saccageur. Dites Ventoux. Ventour, en provençal. Loup Ventour, c'est-à-dire la montagne, et Ventour, quand c'est le personnage, Ventour. Congé au vent. À flanc de coteau du village, bivouac des champs fournis de mimosas. À l'époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on fasse la rencontre extrêmement odorante d'une fille dont les bras se sont occupés durant la journée aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant. Il serait sacrilège de lui adresser la parole. L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de la nuit. En juin 2003 a eu lieu l'exposition René Char et ses alliés substantiels sous la direction de Marie-Claude Char. Alliés substantiels, le titre est de Char et regroupe des articles et des poèmes autour de rencontres avec des artistes de son époque, de Braque à Vieira da Silva. Sont présentés également 11 manuscrits enluminés. Luc Vezin, historien d'art. C'est une démarche tout à fait originale dans la mesure où René Char, comme beaucoup d'autres poètes et écrivains, a fait avec des artistes, ce qu'il appelle donc les alliés substantiels, un certain nombre de livres. Mais là, il ne s'agit pas de livres illustrés, mais il s'agit d'œuvres uniques où où le poète René Char donne à des amis artistes des poèmes ou des fragments de poèmes qu'il a manuscrits de sa belle écriture, parfois même dont il a changé les termes par rapport au texte que nous connaissons imprimé. Et c'est sur cette page que va intervenir, ou cette double page, que va intervenir l'artiste. Il y a un fait qui est assez notable pour distinguer l'enluminure, par exemple, du livre d'artiste, c'est qu'on a une tradition en édition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la bonne page. Donc la bonne page, qui est la page de droite, est en général laissée à l'illustration, et puis sur la page de gauche, on va avoir le texte. Et très souvent, René Char donne une page où le texte va être sur la page de droite, la bonne page, ce qui incite l'artiste à travailler sur les deux pages à la fois, qui est un des grands principes de l'enluminure. Alors le premier manuscrit enluminé, c'était quand et avec qui ? Donc le premier date de 1948 avec Miro qui rentrait à ce moment-là, après la guerre, des États-Unis, avec qui il va faire un certain nombre de livres illustrés, mais pour la première fois, il lui confie des textes que Miro va donc enluminer. Enluminer, c'est-à-dire qu'il va intervenir autour de l'écriture, avec sa propre écriture et ses propres couleurs, et en particulier, pour reprendre Matisse, avec le noir. Avec le noir qui, chez Miro, est une couleur importante et qui fait jouer véritablement le principe, je dirais, poétique de l'enluminure qui repose sur la lumière. Et puis avec bien sûr une résonance forte lorsque par rapport au noir on va avoir une stress, Miro savait très bien le faire, une petite tache de jaune qui va donner une très très grande lumière. À ce moment-là on a ce jeu entre l'obscurité et la lumière qui fonctionne très bien sûr avec René Char qui est le poète de l'éclair, l'éclair me dure. Donc c'était effectivement particulièrement bien indiqué de travailler avec Miro. Alors, enluminure, de toute façon, ça ne renvoie pas à la lumière, comme on pourrait le penser, hein. C'est-à-dire que oui, étymologiquement, le terme vient de minium, d'une couleur rouge. On voit ça dans les grands spécialistes de l'enluminure médiévale. Otto Pecht explique extrêmement bien ça. Mais bien sûr, on pense immédiatement, on entend, et la poésie se chante. Donc on entend dans enluminure, on entend lumière, et puis on entend les illuminations de Rimbaud. Donc il y a tout un jeu, bien sûr, qui est sur la lumière.
Sur la lumière, ça veut donc dire, bien entendu, sur l'obscurité, le jeu entre les deux, entre l'ombre et la lumière, entre le clair-obscur, et ça nous renvoie à Georges de la Tour, ça nous renvoie à la peinture telle que la voyait René Char. Alors, Georges de la Tour, c'est la Madeleine à la veilleuse. Oui, la Madeleine à la veilleuse, c'est un des tableaux pour René Char essentiel. Il y en a un autre qui a été peut-être, je dirais, je me permettrais de dire peut-être encore plus essentiel pour lui, qui est Le Prisonnier, puisque ce tableau une reproduction de ce tableau l'avait accompagné tout au long de la Résistance, à laquelle il a participé de façon extrêmement importante, sous le nom du capitaine Alexandre. Et disons que dans Georges de la Tour, chacun le sait, on a le clair-obscur qui est poussé à travers une lumière intérieure au tableau. Donc on n'a pas d'opposition entre la lumière et l'obscurité. On a les deux qui fonctionnent ensemble. Et le manuscrit enluminé va jouer aussi de ça. Donc on a l'intervention de l'artiste, le poète, et puis la façon dont il fait surgir la lumière dans le manuscrit. Quels sont les autres artistes avec lesquels René Char a travaillé, justement ? On va trouver Miro, et c'est après les enluminures qu'il fait avec Miro qu'il fera de nombreux ouvrages avec Miro. On a Braque, dont il a été extrêmement proche. On a Picasso, avec qui il a toute une histoire. On a Lame, on a Hélion, avec qui il n'a pas énormément eu de relations, mais on a quand même un manuscrit enluminé par Hélion. Et puis on a un personnage comme Bronner, qui est extrêmement proche, extrêmement important pour René Char, dont il avait fait le portrait, dont Char avait chez lui des œuvres, ce portrait à la cire, et qui, curieusement, n'a pas fait de livre avec Char. Il a fait simplement ses enluminures, et qui peut-être... si on pouvait porter un jugement critique, sont peut-être les enluminures dans lesquelles le dialogue à part égale entre l'intervention de l'artiste et l'intervention du poète sont les plus proches. On a une enluminure, on a comme dans les enluminures du XIIe siècle, on a un entrelac qui se fait à ce moment-là, comme je prenais allusion à la Bible d'Admond, on a un entrelac entre l'image et le texte de la Bible. Ici aussi, on a ce phénomène d'entrelac qui est important. On a d'autres artistes, on a Lame, on a Vera da Silva, dont il a été également extrêmement proche, qui ont enluminé des textes de Char. Qui a creusé le puits et hisse l'eau gisante, risque son cœur dans l'écart de ses mains. À Yvonne Zervos. Yvonne Zervos était une femme extrêmement importante pour la vie de René Char, dont il a été extrêmement proche tout au long de sa vie, et pour l'histoire de l'art du XXe siècle. Donc elle était la femme de Christian Zervos. Christian Zervos était un marchand d'art qui est extrêmement célèbre pour, en 1932, avoir entamé le premier grand catalogue raisonné, qui était le catalogue raisonné de l'œuvre de Picasso, qu'il a poursuivi tout au long jusqu'à la mort de Zervos en 1970. C'est à travers les cahiers d'art que les artistes américains ont connu l'art contemporain européen. Alors Yvonne Zervos, là-dedans, donc elle est extrêmement proche de son mari dans le travail qu'elles font ensemble, et elle a été une extraordinaire organisatrice d'expositions. La première, c'est 1937, où en réponse à l'exposition de l'art indépendant, où on ne voulait pas trop d'avant-garde parce que le président de la République allait inaugurer l'exposition, donc on avait caché un petit peu au sous-sol les Braque, Picasso, Kandinsky et autres, et donc elle va obtenir de les ressortir, de les exposer grâce à Georges Sale, de les exposer au Jeu de Paume, où il va faire une exposition bilan de l'art du XXe siècle qui est absolument étonnante. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les différents courants qui sont montrés, donc le cubisme, le fauvisme, l'expressionnisme sont montrés, les débuts de l'art abstrait et puis également des arts primitifs. Donc c'est absolument étonnant ce qu'elle montre à ce moment-là. Et puis ensuite on a d'autres expositions. Donc elle va être en particulier, elle va s'occuper de protéger les œuvres d'art durant la Révolution espagnole, et surtout on va prendre deux dates extrêmement importantes.
en 1947, elle a l'idée de décentraliser l'art et de faire une grande exposition, extraordinaire exposition, et à nouveau de bilan sur l'art contemporain, donc avec Matisse, Picasso, Mondrian, qui va se dérouler en Avignon. Et c'est à ce moment-là qu'elle a l'idée de demander à un homme de théâtre, Jean Villard, elle lui dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, à côté de l'exposition, parce qu'elle était, elle était pour un art ouvert, qui ne comprenait pas seulement les arts plastiques, mais également le cinéma et le théâtre. Et elle dit à Villard, on pourrait peut-être aussi faire des représentations de théâtre. Donc l'exposition de 1947, c'est le début du Festival d'Avignon. Donc Yvonne Zervos en est directement à l'origine. Et alors c'est dans ce même endroit, cette même ville, Avignon, qu'elle va organiser en 1970 une exposition fondamentale qui a été l'exposition des dernières œuvres de Picasso. C'est-à-dire qu'on considérait que Picasso était une sorte de génie un peu vieillissant et peut-être sans grand intérêt, lorsque Yvonne Zervos va, avec la complicité active de Picasso, ils vont choisir le tableau ensemble, va présenter une grande exposition des dernières œuvres de Picasso au Palais des Papes, et ça va être une révélation sur laquelle on ne s'est pas encore, je dirais, très bien remis, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, elle va révéler que le dernier Picasso était extrêmement important, fondamental, ce qui sera repris dans une seconde exposition après la mort d'Yvonne Zervos, qui malheureusement meurt quelques mois avant l'ouverture de l'exposition en Avignon, sera repris par une deuxième exposition en 1973 avec une préface de René Char. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'apercevoir, et de plus en plus, que va se développer l'importance du dernier Picasso, sur lequel on s'interroge encore de nos jours. Chaque fois tu commences, tu recommences, mais Ariane est frivole et les sentiers profonds se croisent, se confondent, se perdent en eux-mêmes, écrit le peintre Robert Mus à René Char en février 1988. Jean-Claude Roux, galeriste à L'Isle-sur-la-Sorgue, a travaillé avec Robert Mus. Robert Mus est un homme qui a eu un parcours assez particulier, puisque c'est un peintre. On peut dire aussi que c'était un poète qui a écrit des textes assez forts, intéressants, sensibles en tout cas, qui était un paysan. Il avait choisi, ses parents étaient des commerçants, et il avait choisi d'être paysan parce qu'il voulait vivre à l'extérieur. Il avait choisi de vivre en rapport avec la nature, de voir pousser les choses et de sentir un peu ce qui se passait, la matière tellurique, et tout ça, il lui tenait vraiment à cœur. Et donc, il a engagé très jeune un travail autour de la peinture qu'il partageait avec quelques amis ici, alentour. Et je ne sais pas dans quelles conditions, je dois dire, il a fait la rencontre de René Char. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un texte a été écrit par Char en 1985, qui s'appelle Robert Mus à l'heure du flottant et du tranchant dans l'art de peindre, que je considère comme un texte très beau et qui fait partie, évidemment, de cette suite d'alliés substantiels, mais de proximité. Mais pour autant, ce texte me paraît être vraiment un texte formidablement beau et dire d'ailleurs beaucoup de choses sur la peinture, au-delà d'ailleurs, comme le fait souvent d'ailleurs Char, sur la personnalité de Robert Mus, puisqu'il se retrouvait sur des points essentiels. René Char parle d'un bouleversement fusant des lignes et des couleurs. Oui, il y avait chez Robert Mus quelque chose de poignant dans le travail de Mus, quelque chose qui est à la fois extrêmement fluide et extrêmement tendu. C'était quelqu'un qui était un peu chirurgien, comme ça, de l'esprit et du monde. Et en ça, ses œuvres, je trouve, reflètent assez bien. Et ce bouleversement fusant des lignes et des couleurs correspond à quelque chose qui était inhérent à la personne vraiment de Robert Mus. À la fois d'une certaine plénitude et à la fois d'une certaine inquiétude. Et Nicolas de Staël? Mais Staël et Char, on a vraiment la sensation de deux frères. C'est-à-dire qu'il y a eu là une communauté, il y a quelque chose qui s'est retrouvé d'extrêmement fort, quelque chose dont on sent bien que ça a été fondé par quelque chose d'extrêmement profond. J'ai envie de dire que dans Le Deuil des Névons, il parle à un moment donné de quelque chose de très beau, il dit « balancement de méduse au-dessus du temps profond ». Et je crois qu'en eux, c'est cette source même qui rythme leur accord.
Nicolas de Staël. Le chant de tous est celui de chacun, trop pauvre, momentanément abandonné. Nicolas de Staël nous met en chemise et au vent la pierre fracassée. Dans la veine des couleurs, il la trempe, il la baigne, il l'agite, il la fronce. L'étoilier de l'espace lui offre un orchestre. Ô toile de rocher qui frémit, montrée nue sur la corde d'amour. En secret, un grand peintre va te vêtir pour tous les yeux du désir le plus entier et le moins exigeant. 1952, Allié substantiel. Très jeune encore, Jérôme d'Astier, écrivain, publie dans l'Airn un article sur René Char qu'il a rencontré. Le titre, Le Fascinant. En 1990, après la mort du poète, c'est une autre approche, plus malicieuse et plus tendre, dans la Nouvelle Revue française, Passage secret, Jérôme d'Astier. René Char, chaussée du 47. Ce fut un homme très orgueilleux et un très grand poète. On l'enterra un jour de Mistral sous un ciel très bleu, m'as-tu dit. Je n'y étais pas, car je n'aime pas les enterrements. Et lui n'eût pas aimé ce poème. C'est vrai qu'on était tous étonnés à la première rencontre de découvrir la stature de cet homme. Et dans ce poème, il me semble que j'ai écrit juste en 88, juste après sa mort, au moment de sa mort, il me semble que je m'adressais à une jeune fille que René m'avait présentée et qui avait illustré certains de ses manuscrits, qui s'appelait Jeannine Rebourg, qui était une jeune fille un peu androgyne comme ça, très sauvage, qui vivait dans une maison au fond des bois, près de l'Île-sur-Sorgue. Et je me souviens qu'après la mort de René, j'avais revu cette jeune fille qui faisait de la sculpture et du dessin, et qui m'avait rapporté ce mot de Char à mon sujet. Jérôme est trop heureux pour faire une œuvre. Et je pense que René était quelqu'un qui était au fond assez malheureux, qui vivait des contradictions intérieures très fortes, avec de plus en plus de difficultés peut-être dans les dernières années de sa vie. Jérôme d'Astier, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, mais la première fois que vous l'avez rencontré, c'était quand? Alors, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, je l'ai rencontré d'abord à travers ses livres, auquel je suis arrivé par l'intermédiaire de Blanchot, de la part du Feu, d'autres textes de Blanchot, que j'avais découverts donc à l'école, et qui m'ont amené à... Je crois que le premier recueil que j'ai lu, c'était La Parole en archipel. Bon. Et je lui ai écrit, et finalement j'ai rencontré l'été suivant, c'était tout de suite après la mort de mon père. Et j'étais, à cette époque-là, j'étais dans un état de colère, mais qui me rapprochait beaucoup, cet état de colère me rapprochait évidemment beaucoup de la poésie de René. Fureur, fureur et mystère, c'est deux mots qui résument si bien toute la tonalité de son œuvre. Et René était effectivement, pour paraphraser Maïakovski, un orage en pantalon. Et je cherchais face à la violence de la mort des êtres ou un être qui puisse me donner le sentiment d'incarner cette violence, qu'elle ne reste pas une chose totalement inaccessible. Et René me donnait l'intuition qu'il était justement cet être qui incarnait dans une chair vivante cette violence de la mort. Pour l'aurore, la disgrâce, c'est le jour qui va venir. Pour le crépuscule, c'est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d'aurore. À cette heure de tombée, peut-être nous voici, mais pourquoi huppés comme des alouettes? René Char, à Martin Heidegger, pour le 26 septembre 1959. Nous éprouvons les insomnies du Niagara et cherchons des terres émues, des terres propres à émouvoir une nature à nouveau enragée. Le désir ronge le sommeil comme une cataracte assoiffée de terre nuptiale. Le temps est venu de descendre dans la plaine.
autre chose aussi que je sentais très fort dans sa poésie, c'était ce côté nocturne de sa poésie. Hein. La poésie vit d'insomnie perpétuelle. Et je me sentais vraiment dans la nuit à cette époque-là, dans bien des sens du mot. Et je retrouvais dans sa poésie cet éclat sombre, une espèce d'espace originel de chaos d'avant la création, qui était la nuit où rien n'est encore établi, où aucune valeur n'est encore fixée. Ce fragment qui me revient, par exemple, « Arrêtons-nous près des êtres qui savent se couper de leurs ressources, bien qu'il n'aient que peu ou pas de repli. L'attente leur creuse une insomnie vertigineuse. » Ce texte que je trouve très très beau. C'est la nuit, c'est l'attente, c'est la déflagration aussi. Oui, c'est la déflagration, le spasme de l'éclair, comme disait si bien Saint John Perse, cette brutalité, cette violence du surgissement de l'explosion poétique. Et là, il y a quelque chose qui peut presque faire peur, qui pourrait presque faire peur dans la poésie de Char et dans la personne de Char et même dans son comportement, parce que il y a effectivement un côté intraitable, une dureté parfois, qui contrastait beaucoup en même temps avec la grande générosité de cet être qui était capable de douceur, de tendresse. Mais je pense que sa démarche poétique, pour moi, je dirais qu'elle était assez proche de la folie. Et c'était un être qui était quand même bardé de défense en même temps, qui s'était construit une citadelle comme ça, de défense contre lui-même, de défense contre cette violence terrible qui le hantait. Et là, nous nous sommes acceptés, quel boucher j'ai dû vaincre pour acquérir la tolérance de mon semblable. Et il y avait cette violence-là en lui, quel boucher j'ai dû vaincre. Et donc, cette tension interne si forte qui, je pense, est à la source de l'explosion, de la déflagration dont vous parlez, de la déflagration poétique, de la déflagration parfois dans l'action. Et je pense que la résistance, donc ces années 42 à 44, ont été une époque terrifiante pour lui et en même temps une époque où il a été vraiment, il a pu aller au bout de ces pulsions qu'il animait, parce qu'elles étaient justifiées par une cause supérieure, mais qu'ensuite ça a dû être très difficile, je crois, le retour, comme pour beaucoup, le retour à cet état de paix où, bien entendu, le démon n'avait pas disparu, mais était simplement tapis dans l'ombre. Je pleure quand le soleil se couche, parce qu'il te dérobe à ma vue et parce que je ne sais pas m'accorder avec ses rivaux nocturnes. Bien qu'il soit au bas et maintenant sans fièvre, impossible d'aller contre son déclin, de suspendre son effeuillaison, d'arracher quelque envie encore à sa lueur moribonde. Son départ te fond dans son obscurité, comme le limon du lit se délaie dans l'eau du torrent, par-delà l'éboulis des berges détruites. Dureté et mollesse, aux ressorts différents, ont alors des effets semblables. Je cesse de recevoir l'hymne de ta parole. Soudain, tu n'apparais plus entière à mon côté. Ce n'est pas le fuseau nerveux de ton poignet que tient ma main, mais la branche creuse d'un quelconque arbre mort est déjà débitée. On ne met plus un nom à rien, qu'au frisson. Il fait nuit. Les artifices qui s'allument me trouvent aveugle. Je n'ai pleuré en vérité qu'une seule fois. Le soleil en disparaissant avait coupé ton visage, ta tête avait roulé dans la fosse du ciel, et je ne croyais plus au lendemain. Lequel est l'homme du matin, et lequel celui des ténèbres ?
vie, une œuvre, René Char, par René Elkaïm Bollinger. Avec René et Claude Lapère, Laurent Greisamer, Paul Venn, Luc Vezin, Jean-Claude Roure, Jérôme Dastier, les voix d'Albert Camus et de René Char, archives INA 1946-1964. Comment me vint l'écriture? Comme un duvet d'oiseau sur ma vitre en hiver. Aussitôt s'éleva dans l'âtre une bataille de tisons qui n'a pas, encore à présent, pris fin. Texte lu par Dominique Raymond, Laurent Gauthier, documentation INA Florence Dartois, coordination Elena Sniter, prise de son Marcel Lebras, mixage Guy Senot, réalisation Pascal Raillet. Puis vous pouvez réécouter cette émission et consulter la bibliographie de René Char sur le site de France Culture, radiofrance.com.